Alors là, je vais commencer par te montrer la finalité qu'on veut avoir. Donc, j'ai cette interface-là d'un site web et l'une des fonctionnalités de ce site web-là, comme tu vas le voir là tout à l'heure, c'est un blog. Ce qui nous concerne dans le cadre de ce tutoriel-là, c'est la partie blog. Donc ça, c'est une interface qui a été créée avec Next.js et maintenant, elle a une fonctionnalité de blog. Donc pour faire fonctionner ce blog-là, nous utilisons Directus comme backend. Donc là, je te montre un peu juste l'interface. Donc à ce stade-là, donc ce use case, nous attaquons à cette partie-là. Comment? Parce que tout ce que tu vois là, ça vient de Directus. Donc comment c'est récupéré? Donc voilà un peu la suite. Ça c'est juste la suite de la page, juste pour te montrer. Voilà. Donc c'est ça notre terrain de jeu. Donc il faut considérer que tout ça a déjà été créé. D'ailleurs, je t'ai mis les liens GitHub pour récupérer tout ça et faire des tests si tu veux. Mais pour ce qui nous concerne du tutoriel, ça se passe ici. Donc, comment on a pu faire ça? Tout ce que tu vois là, c'est récupéré depuis Directus. Donc, ce que tu as vu, la page que tu vois actuellement, comment on a fait pour récupérer ces articles depuis Directus pour les afficher dans notre UI Next.js, comment on a fait la barre de recherche, comment on a créé cette page là aussi. Donc c'est la fonctionnalité blog dans sa totalité qui nous concerne dans ce tutoriel là. Donc ça c'est vraiment le UI sur lequel nous allons travailler. Donc ça c'est le résultat final, puisque j'ai déjà fait ce tutoriel, j'ai déjà fait ce travail là et j'avais pas pensé à enregistrer avant. Donc quasiment je te montre un peu juste le résultat, mais tu as les liens dans la description de cette vidéo là et je vais même te montrer tout à l'heure. Tu as les liens vers les GitHub. Tu as les liens GitHub vers les repos pour Directus et la partie Next.js, donc la partie UI. Comme ça, tu es en mesure de refaire, de rentrer dans les fichiers toi-même, de tester, de voir. Voilà. Sinon, que dans les GitHub toujours, tu as la description. Je t'ai mis un peu un petit fichier README pour t'aider à te retrouver. Voilà. Donc, basiquement, je vais juste t'expliquer comment j'ai fait sans recommencer de zéro, puisque, comme tu le vois, c'est un tutoriel qui a déjà été fait. Alors, donc je t'ai montré pour Next.js, la partie Next.js. Je te montre rapidement aussi côté Directus. Donc, tu vois que les articles qu'on a vus au niveau de l'interface utilisateur sont stockés ici dans ce backend Directus. Là, par exemple, on est dans l'un des articles. Donc, c'est ici que ces articles sont rédigés. C'est ici qu'on met les images et c'est ici que tout est récupéré. Donc là, tu vois tous les articles qui existent, qu'on a vus tout à l'heure là au niveau de Directus, sont ici. Voilà, tous les blog posts, toutes les catégories, tout est ici. Donc, tout ce que tu as vu au niveau du UI là-bas est récupéré à partir d'ici. Bien évidemment, ce n'est pas des articles finis, c'est juste pour des besoins du tutoriel, pour montrer comment on fait la récupération des données à travers les API entre Directus et une UI, et dans ce cas-ci, le UI est en Next.js. Donc là, c'est la collection des catégories. Donc un post va généralement avoir une catégorie. Là, ce sont les users, donc il y a l'administrateur, et j'ai créé l'utilisateur supplémentaire pour écrire des blogs. Là, c'est la collection des fichiers, parce que sur Directus, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage des collections, donc tout ce qui est texte, tout ce qui est données basiques, et il y a les fichiers, donc tout ce qui est images. Voilà. Donc là, ce sont les modèles de données. Donc c'est ici qu'on crée les modèles de données, donc les collections. Dans le terme de Directus, ça s'appelle les collections. C'est ici qu'on les crée. Donc là, j'étais dans la collection blog post. Là, je suis rentré dans la collection catégorie, des collections que j'ai créées. Voilà. Settings. Bon, ici, on n'a pas grand chose à voir. On peut changer le nom du projet, mais on le laisse comme ça. Voilà un peu.
Voilà les rôles qui existent. Donc il y a administrateur, il y a public. Alors le rôle public, c'est un rôle. Donc le rôle content writer, je l'ai créé pour les gens qui vont créer les articles de blog. Et le rôle public, c'est le rôle qui va permettre, qui a les permissions de récupérer les données qui peuvent être affichées à l'utilisateur sans authentification. Donc tout à l'heure, nous étions sur le site web, on a cliqué sur des articles de blog, on a lu, on n'a pas besoin d'avoir un compte sur l'application pour pouvoir lire des articles de blog. Donc d'où ce rôle public là qui permet justement de récupérer en lecture seules les informations pour pouvoir les afficher afin que l'utilisateur puisse lire. Donc c'est ce rôle là public, et donc pour récupérer les images on a dû donner la permission en lecture à la collection Directus Files, parce que c'est là que se trouvent les images. Si on ne fait pas ça, on va avoir des erreurs de permission justement. Les images ne vont pas s'afficher au niveau de l'interface. Donc voilà un peu. Alors là, je vais te montrer un petit truc. Tu vois, ces petites icônes là sont des images. Par défaut, c'est pas comme ça. Donc je vais te montrer comment faire que ça soit comme ça. Par défaut, c'est pas du tout esthétique. D'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble au début. Donc on retourne dans notre collection blog post, featured image, display. On désactive ce truc. On clique, on retourne. Donc voilà à quoi ça ressemble par défaut. Donc il te met les ID de ces images. Pour le débogage, c'est bon. Mais quand il n'y a pas de problème, c'est pas très esthétique et ça veut pas dire grand chose. Donc on va retourner de l'autre côté, que je te montre comment ça se fait. Donc il suffit d'aller dans display, de cocher l'image. Si tu veux que ça soit sous forme de cercle comme c'était chez nous, tu vas cocher. Sinon tu coches pas et tu as le résultat comme ceci. Donc c'est en forme de carré. Mais on va remettre ça en forme de cercle. Feature image, display, circle. Et voilà. Donc rapidement, avant d'aller plus loin, voici le GitHub pour la partie UI, donc Next.js. Il te suffit de cloner ça et de t'entraîner, de tester tout ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je t'ai mis même un README qui te permet de te retrouver. Maintenant, voyons. Ça, c'est le GitHub pour Directus, donc le backend. Donc là, c'est le README que je t'ai mis pour un peu d'informations. Alors moi, ici, j'ai utilisé la méthode avec Docker Compose pour installer. Et là, je t'explique juste, il suffit de lire la différence entre Docker Compose et l'option d'utiliser Dockerfile. Donc l'option de Docker Compose, c'est bien pour l'environnement de test et pour avoir un système simplifié d'orchestration. Parce que dans le Dockerfile, tu vas remarquer qu'ici, nous allons avoir la base de données, le conteneur de base de données et le conteneur de Directus de l'application truc. Or, normalement, dans l'approche conteneurisée, c'est une application par conteneur. Avec Docker Compose, ça me permet de cafouiller ça dans un environnement de test, mais dans un environnement en production, je te dis à peu près aussi ce qu'il faut faire. Donc, ça sont des instructions qui peuvent t'aider à te retrouver. Tu as tous les fichiers. Donc là, c'est la structure du fichier. Donc là, c'est le fichier YAML, README et même le backup. Alors, le backup, comme je te l'ai dit, dans Directus, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage, donc on a vu qu'il y a une base de données. La base de données, ça peut être autre chose, mais dans mon cas, ça a été MySQL. Donc il y a deux choses qu'on stocke. Il y a les modèles de données, donc tout ce qui est données basiques. Donc ce sont les textes et tout ça là. Ça se stocke dans la base de données. Mais après, on a les fichiers. Donc là, j'ai fait des backups, comme j'ai montré. J'ai fait des backups. Ça permet de récupérer mon instance, c'est-à-dire tout ce que je t'ai montré là, ça te permet de le récupérer n'importe où dans l'état qu'il est actuellement. Donc là, si je te montre juste le fichier YAML qui m'a permis d'avoir le conteneur pour Directus et le conteneur pour la base de données. Donc voilà, c'est un fichier descriptif qui décrit. Là où tu vois volumes, c'est la persistance de données. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y a les données. Donc dans les données, tu as les collections, les données de collection, mais tu as aussi les fichiers. Donc normalement, quand tu ne configures pas la persistance de données, chaque fois que tu vas redémarrer Directus, tu vas avoir une instance fraîche et nouvelle
qui va perdre tes données. Donc c'est ce que je sélectionne là, les volumes de données là, ça permet d'avoir la persistance, de telle sorte que même si tu as redémarré ou tu as réinitialisé tes conteneurs, tu as toujours la même configuration et les mêmes données. Ça veut dire quoi? Si vous ne faites pas ça, si tu ne fais pas ça, et que tu redémarres ou que tu réinitialises tes conteneurs, lorsque tu vas revenir, tous les articles que tu as écrits ne seront plus là, toutes les images que tu as utilisées dans tes articles ne seront plus là. Donc là, c'est le fichier pour les variables d'environnement. Donc normalement, tout ce qui est variable d'environnement qu'on a mis aussi dans le fichier YAML peut être factorisé dans ce fichier-là. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. J'ai arrêté tous les serveurs. On va essayer de les redémarrer. Donc, voilà, là je suis en local. Donc voilà le fameux fichier Docker Compose qui me permet de lancer mes conteneurs Directus et le conteneur Directus de la base de données. Donc ça c'est ce que même je venais de te montrer sur GitHub. Comme tu vois, tout ce qui est en dessous de environment peut être mis dans le fichier .env pour plus de sécurité. Il y a par exemple une variable secret qui est là-bas. Normalement, secret c'est secret. Elle ne doit pas s'afficher n'importe comment. Donc là, j'ai mon Docker, parce que je suis sur Mac, j'ai Docker desktop. Donc je vais démarrer les deux conteneurs, la base de données et truc. Voilà, je pense que c'est démarré. Et là, je vais... Donc là, c'est démarré, mais je n'ai pas encore démarré l'application. Donc l'interface Next.js, je démarre son serveur à lui. Et là, je pense que c'est bon. On va retourner pour rafraîchir la page. Voilà. Voilà, donc tout est démarré. Très bien. Alors, dans notre cas, nous avons deux collections pour le use case. Donc, on a une collection pour les articles de blog. Cette collection dans le système de Directus, je l'ai appelée blog post et elle comprend à peu près les champs suivants. Donc, le titre. Un article de blog doit avoir un titre. Un article de blog doit avoir un slug. Le slug, c'est en lien avec l'URL. Donc, l'URL unique, c'est l'élément qu'on ajoute au domaine, au nom de domaine principal pour avoir, disons, le URL unique d'un article. Un article doit avoir un résumé SEO, ok, ce qu'on appelle une méta-description. Donc, c'est l'extrait ici. Un article doit avoir un contenu. Un article est censé avoir une image mise en avant. Donc, un article est censé avoir une date de publication, un statut. Dans Directus, tout ce qui est date, tout ce qui est statut, il y a des options que je te montre là, par exemple. Il y a des options que je vais te montrer tout à l'heure pour gérer ça automatiquement. Voilà. Donc, le statut, c'est important parce que ça permet de savoir si l'article a été publié ou pas. Et cela permet au système de savoir quels sont les articles qu'il peut récupérer pour afficher au niveau de l'interface utilisateur pour les utilisateurs. Donc, un article doit aussi avoir un auteur qui a écrit l'article. Donc ici, je vais te montrer aussi. Ici, tu peux te poser la question de savoir, parce que Directus vient avec des collections système. Des collections système. Et l'une des collections système qui vient avec Directus, c'est la collection utilisateur. Et là, tu peux te demander, est-ce que je dois utiliser la collection système utilisateur pour gérer mes auteurs, les auteurs de mes articles de blog, ou est-ce que je dois créer une autre collection pour gérer les auteurs de mes articles? Et il est recommandé d'utiliser tout simplement pour ne pas avoir des problèmes de gestion d'authentification après, de gestion de beaucoup de choses. Donc, le système Directus est conçu déjà pour fonctionner avec la table utilisateur système qui vient avec. Donc, ça sert à rien de créer une nouvelle table pour créer les auteurs parce que c'est des utilisateurs, ils vont avoir besoin d'être authentifiés et d'autres choses aussi.
Donc, pour ne pas passer à côté de ça et briser quelque chose, il vaut mieux utiliser la table, disons la collection user système qui vient avec. Et puis, un article va être classé normalement dans une ou plusieurs catégories. Pour ce qui est des catégories, on a fait simple. Donc, une catégorie va avoir un nom, une catégorie va avoir un slug, donc toujours en rapport à l'URL justement de cette catégorie. Et donc, en parenthèse, tu as des détails qui te permettent de savoir comment tu peux, comment tu crées concrètement ces champs au niveau de Directus ou de n'importe quel autre système de base de données, de gestion de base de données. Donc, name required, ça veut dire que une catégorie ne peut pas être créée sans nom. Donc, le nom est obligatoire, le slug est obligatoire et il doit être unique parce que ça définit l'URL. L'URL, c'est en quelque sorte l'adresse unique pour une ressource. Donc, ça doit être unique. Autrement, il y aura de la confusion dans le routage et l'indexation des informations. Donc, il y a une description qui n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi il n'y a pas required. Voilà, une catégorie peut être l'enfant d'une catégorie parent. Donc, ça se gère ici. Donc, on peut voir qu'ici, on a prévu une option many to others. Donc, un lien many to others. Mais ici, ça va pointer sur la collection catégorie elle-même. Donc, self-referential, c'est ce que ça veut dire. Donc, je te montre tout à l'heure ce que ça veut dire au niveau de Directus. Donc, on peut avoir une icône, on peut avoir des couleurs, bref. Ce que moi j'ai utilisé, le plus simple que j'ai utilisé, c'est name, slug, description et ça. Voilà. Maintenant, je te montre comment ça se fait au niveau de Directus. Alors là, je te montre rapidement ce dont je parlais. Lorsque tu crées une collection, normalement, il faut une date de publication, un statut. Donc, une collection pour un blog. Donc là, je fais un test. Tu vois, tu dois cocher statut. Au lieu de le créer manuellement, Directus te donne la possibilité de les cocher juste et il te les crée. Donc, statut, ça te permet de gérer le statut de l'article de blog. Est-ce que l'article a été publié? Est-ce que c'est en brouillon? Est-ce que ça a été archivé? Voilà. Donc, c'est très important. Donc, avec Directus, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu peux le faire automatiquement au moment de la création de ta collection. Donc, voilà à peu près à quoi le champ statut ressemble. Voilà comment on crée une relation many to one. Donc, on clique là, par exemple. Voilà. Et ici, on va sélectionner la table à laquelle on veut faire référence. Donc, là, je suis dans la section, voilà. Il suffit que je sois... je vais me rendre dans la section catégorie. Donc, voilà, parent catégorie, comme tu peux le voir. Et je vais dans relationship. Relationship, c'est où? Ok, c'est là. Donc, tu vois que la table catégorie fait référence à elle-même. Un lien many to one vers elle-même. Et c'est ce qui a permis de voir la collection du milieu automatiquement. Alors, avant d'aller dans le code, je vais te montrer un petit truc. Tu vois, ces icônes-là, par défaut, normalement, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, je vais retourner de l'autre côté pour désactiver ça et te montrer à quoi ça ressemble par défaut. Donc, on vient là, on va aller dans Display et je vais désactiver ça, l'image. Et je retourne là-bas. Donc, tu vois à quoi ça ressemble. Ça te donne l'ID. Alors, ça, c'est bon pour le débogage, pour récupérer les ID, faire des tests manuels pour vérifier s'il y a un problème. Mais sans ça, ça veut absolument rien dire. Et donc, il peut être plus esthétique et plus parlant de mettre des images, des icônes d'images. Donc, on retourne dans Display et on coche l'image. Et on peut décocher si on ne veut pas que ça soit en forme de cercle. On essaye. Donc, voilà. Mais on va remettre ça sous forme de cercle. Feature Image, Display. On coche. On enregistre. Et voilà. Back to the code. Alors là, on est de retour dans le code pour voir un peu, pour te montrer un peu la structure et les fichiers les plus importants. Donc, on va commencer par aller dans lib. Lib.
tu as le fichier directis.ts. C'est ce fichier-là qui permet de faire le lien entre l'interface Next.js et le backend. En d'autres termes, c'est le fichier qui permet de dire à Next.js à quel niveau, à qui demander les données. Et on a le fichier env.env.local pour les variables d'environnement. Donc là, j'ai sélectionné tout ce qui est next public, c'est ce que nous next, directus. Donc les trois dernières lignes, ce sont celles-là qui nous concernent pour la configuration de ce tutoriel. Donc après, tu as ce fichier-là, middleware. Donc là, par exemple, ce que je sélectionne permet d'accepter la plupart des méthodes de l'API, la plupart des méthodes d'API pour HTTP. Et là, c'est le fichier next.config.mjs. Cette option-là est importante pour les images de blog. Donc, il faut veiller à ça au cas où tu télécharges le GitHub et que tu essaies de faire. Donc, après ça, ce que j'ai présenté sont les fichiers les plus importants. Maintenant, la partie qui nous a intéressé pour ce use case, c'est le blog. Donc, là, voici la structure un peu du blog. Donc, il y a le blog. Il y a la partie slug pour gérer les pages de blog individuelles. Il y a la partie search, puisque j'ai implémenté une fonctionnalité qui permet de rechercher les articles. Et tu as la partie blog basique, donc la page de blog qui permet de lister tous les blogs qui existent, plus un formulaire de recherche. Donc là, je suis par exemple donc dans la page blog principale. Voilà, donc qui permet, donc c'est la page de blog où il y a le formulaire de recherche et après il te liste tous les articles de blog. Donc le formulaire de recherche, c'est celui que je sélectionne là. Voilà. Et juste en bas, tu as l'élément blog post qui permet de récupérer les articles de blog. Et donc comme tu peux le voir aussi, donc ça fait appel à cette page là, blog post. Donc là, c'est comme ça que les informations sont récupérées depuis Directis. Et tu as la partie search, donc le formulaire de recherche là, qu'on a, sa page, c'est celle-là. Voilà. Donc, il y a le dossier search aussi qui permet de gérer les fonctions de recherche. Donc, lorsque tu fais une recherche, tu es renvoyé ici, là, dans ce dossier-là, par défaut sur cette page-là, qui va te permettre de lister les résultats de ta recherche ou de pouvoir faire une autre recherche. Voilà pourquoi dans le dossier search, nous avons search form et aussi search result. Donc là, c'est les best practices, la manière dont j'ai segmenté le code, c'est vraiment les best practices. Ça permet aussi de gérer la rapidité des requêtes. Voilà. Et surtout de respecter la structure avec Next.js 13 et au-delà. Donc là, maintenant, on a la page individuelle d'un blog. Donc, un blog spécifique. C'est pour ça qu'il y a entre crochets slug. Donc, normalement, on va avoir nom de domaine principal, /blog, /slug pour l'URL d'un article de blog. Alors, vous voyez bien que slug, là, ça varie tout le temps. Donc, chaque fois qu'il y a des crochets en Next.js, ça veut dire que c'est une même page, mais en fonction du slug, le contenu va changer. Mais c'est la même structure. Donc, c'est géré à peu près à ce niveau-là. Pas à peu près, c'est géré à ce niveau-là. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai sélectionné le truc LinkedIn. Je retourne sur le navigateur pour te montrer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà cette page-là. Et tu vois que c'est une page pour un article de blog spécifique. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un article de blog spécifique. Donc si je clique sur un autre article, c'est la même chose. Donc c'est toujours la même page avec la même structure. Donc c'est le slug qui change.
Donc search, ça c'est la page search. Là on est dans la page de blog principal. Donc la page de blog principal correspond à cette page là. Donc on a le formulaire de recherche et puis on a en bas la liste de tous les articles de blog qui existent. Donc c'est géré ici. Donc le formulaire c'est celui-là et la liste des blog posts est gérée à ce niveau-là. Voilà. Donc là je fais une recherche par exemple, je dis AI, je tape. Voilà. Et donc là tu vois que j'ai basculé dans Search. Donc là je suis dans Search. Carrément dans le dossier Search. Ce sont les pages qui sont dans le dossier Search qui sont maintenant en jeu. Voilà, donc j'ai toujours le formulaire de recherche et j'ai maintenant Search Result, le résultat des recherches, juste en bas. C'était tout pour ce tutoriel. Si tu as aimé, clique sur j'aime. Si tu aimerais que je fasse plus de vidéos de ce genre, laisse un commentaire, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Bazonza kwa babika kwa ucho tinche neno ni bunga